NBA First Talk saison 2, épisode 8, bienvenue chez la First Team pour ce dernier First Talk de l'année civile. Comme d'habitude, vous êtes ici chez vous avec un homme en grande difficulté, Erwan Abotrette. Ça va? Ça, c'est tous mes potes de Los Angeles avec qui on était en voyage qui m'ont offert ça à ma grande surprise. Il y a une qui m'ont mis en grande difficulté, donc je l'ai porté, je leur avais promis le premier First Talk après mon retour à Los Angeles. Il est là et il fait bien plaisir. On dirait un mauvais videur de boîte, un petit peu un adversaire à Tony Yoka, quoi. Petit pull, belle chemise, Thomas Dufant est là également. Ça va, Tom? Je me suis mis sur mon 31 car c'est le Kobe Day. Et en ce jour ancestral, je suis prêt à régaler et à parler de Kobe. Je suis très chaud. Et puis aujourd'hui, comme d'habitude, on retrouvera Elise qui vient de sortir de partiel pour le Campus Break. D'ailleurs, au programme aujourd'hui, gros focus sur LeBron James. 3e triple-double d'affilée. Est-il le meilleur LeBron James jamais vu actuellement en ce moment en NBA? Est-ce que actuellement c'est la pire saison pour les Français de NBA? Ça, ce sera le grand débat de ce First Talk aujourd'hui. D'ailleurs, on a vos commentaires sur le first-team.fr à suivre. Tout de suite, les amis, ce sont les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! La cérémonie de Kobe, c'est cette nuit lors de Los Angeles Lakers Golden State Warriors. Tu vas être éveillé, Tom, je le sais, pour suivre ça. Ce double maillot retiré, le 8, le 24. Il n'y aura pas Phil Jackson qui n'a pas fait le déplacement du Montana sans trop d'explications, mais apparemment tout va bien. Pas disponible. Pas disponible, voilà, tout va bien avec Kobe pour autant. Les Warriors, eux, ont promis qu'ils n'iraient pas au vestiaire à la mi-temps pendant la cérémonie. Ça va être quelque chose de fort. Ça va être quelque chose de très fort pour l'un des plus grands joueurs ayant foulé un parquet de basketball tout simplement. Et c'est vrai que la grande question pendant des mois, c'était est-ce qu'ils allaient retirer les deux maillots. On sait depuis maintenant quelques temps que oui, le 8 et le 24 seront retirés. Donc là aujourd'hui, c'est le Kobe Day. On en voit des tonnes sur les réseaux sociaux. Peut-être que certains en auront marre, mais en tout cas, c'était l'occasion de célébrer. Ça va vite s'envoler de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un hashtag particulier. Et on Kobe célèbre ce mec-là 24. qui quand même nous a tous marqué, que ceux qui ne l'aiment pas, les haters de Kobe, se réjouissent. Demain, on n'en parlera plus. Et toi, Pas sûr, hein. Mais moi non plus, je suis pas sûr. et toi la polémique, l'histoire des maillots, t'aurais retiré les deux, un seul, le 8? Oui, moi je retire les deux. Effectivement, ça fait partie de l'histoire du joueur. Et puis Kobe est un joueur à part, avec un ego à part. Donc forcément, lui, on lui retire pas deux maillots, deux numéros, on lui retire deux. Voilà, C'est le premier de l'histoire. Ça va être, Premier de l'histoire, incroyable. Ça va être un moment très émouvant. On a tous en mémoire son dernier match et ses 60 points face au Jazz. Et puis le discours de Magic Johnson qui avait dit qu'il l'avait présenté comme le plus grand Lakers de l'histoire. Donc ça, c'est sujet à débat. On n'est pas aujourd'hui là pour ça, mais en tout cas voilà, ça, entre les haters, les fans, tout ça, ça va être un grand moment et il y aura encore matière à débattre. En un mot juste, toi qui as une sensibilité particulière par rapport à Kobe, ce qui t'a fait le plus vibrer, c'est le 8 ou le 24? Le 8, clairement. J'ai grandi avec. Je préfère les gros croqueurs, les grandes performances individuelles. C'est pour ça que j'aime la NBA aussi. Et clairement, le 8 pour les 3 premiers titres et pour la petite coupe afro, bien sûr. Mais le 8, c'est comme ça qu'on le découvre. Moi d'ailleurs, tu te souviens de mon numéro à Malakoff? Numéro 7. C'est comme ça qu'on t'a découvert aussi. Non, mais moi je portais le 8. Quand j'ai commencé le basket, j'ai pris le 15, j'aimais bien la Trail Sprewell. Parce que Mais t'étais en un France, gars de bout du banc aussi. mais en France, le 15, t'es vite un pivot rugueux qui met du bois. en Je plus, fais, bon, c'est pas cool. Donc du coup, j'ai pris le 8 de Kobe. Autre news de ces derniers jours, la tuile pour Rudy Gobert qui s'est à nouveau fait mal au genou. L'autre genou, cette fois, 3-4 semaines, c'est la durée d'absence qui est annoncée pour cette entorse. 4-6, hein. C'était lors d'un choc avec son coéquipier Derek Favors face à Boston. Voilà, il a souffert et c'est vraiment la tuile parce que ça s'enchaîne malheureusement les blessures pour Rudy. C'est mauvais signe là quand même ou c'est juste... Non, alors, c'est pas musculaire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un contact sérieux au niveau du genou. On sait que Rudy, il est immense et que dès que forcément tu le touches au niveau des genoux, ça twiste un peu. Il n'a pas des cuisses et des jambes non plus énormes. Donc on sait que c'est un petit peu... il avait déjà une blessure similaire avec Dion Waiters. Forcément, quand ta jambe en extension, que tu es immense comme ça et qu'on te touche en plein vol avec, sur le genou, forcément, ça twist. Non, c'est très triste pour Rudy Gobert parce que son équipe marche bien et pour l'instant, il ne fait pas partie complètement de l'aventure. Il n'a pas complètement commencé sa saison avec le Jazz et on est forcément triste de voir Rudy comme ça qu'on attendait dans la continuité de sa saison dernière. On va reparler justement des Français dans le grand débat de l'émission tout à l'heure. Autre news de la semaine, invincible Chris Paul. 14 victoires en 14 matchs depuis son arrivée dans sa nouvelle équipe Houston. Il n'a pas connu la défaite, tout comme à son époque Dennis Rodman avec Chicago. Mais là, il l'a dépassé. Rodman avait fait 13 victoires. Alors, Chris Paul, c'est Superman, comme le dit son coach d'Anthony. Tom, c'est époustouflant ce qu'il fait à la fois à la main, à la fois au shoot, à la fois en défense désormais. Clairement, il régale notre ami là. On est en présence d'un des tout meilleurs meneurs NBA de l'histoire, même s'il n'a jamais connu de finale de conférence. Mais
évidemment, cette intégration rapide, efficace au sein des Houston Rockets, qui sortait d'une superbe année, il a apporté sa touche défensive aussi, puisque c'est un super défenseur. Il arrive à faire la paire avec James Harden. Et je pense que cette équipe commence vraiment à y penser. À Los Angeles, on en a parlé souvent, notamment avec Clint Capella, de grandes finales, de grandes joutes de playoffs. Dit pourquoi pas taper les Warriors. Ils ont ça en tête. Et quand je vois ces dernières semaines, Chris Paul, l'enchaînement de victoires, l'enchaînement aussi de certitude dans le jeu, c'est très important, avec un gars qui me régale, je me dis cette équipe peut taper tout le monde et pourquoi pas sur une série de playoffs taper les Warriors. Houston en est à 13 victoires d'affilée, c'est assez impressionnant. Est-ce que finalement c'est la patte de Chris Paul alors que l'été dernier ou même quand on a fait nos previews, il y avait un tout petit peu de doute sur... on se demandait comment ils allaient cohabiter avec Harden. Mais moi, je pense que le mot, c'est intelligence. Je pense que Chris Paul, bon, il est en fin de contrat cet été, donc c'est peut-être sa seule et dernière année à Houston. En tout cas, il est arrivé avec une véritable envie. Je crois qu'il a cerné très vite le potentiel de cette équipe. Il a demandé à y aller déjà. Ouais, le potentiel, il a le potentiel de cette équipe, le potentiel aussi de James Harden. Il s'est habitué intelligemment. Je trouve qu'il y a les stats qui parlent pour lui, sans s'effacer. Un petit peu au niveau des points, mais sans s'effacer vraiment. Il perd pas tant que voilà, ça, en fait, sans s'effacer vraiment, il s'est adapté à la perfection parce qu'il est intelligent. Et en plus, Harden, maintenant, ça se voit, totalement confiance aussi en lui et lui donne à son tour des fois des fins de match. Si on l'a vu cette semaine encore mettre des paniers pour la gagne, c'est lui des fois qui finit aussi les matchs, c'est pas toujours James Harden. Donc, je trouve que les deux vraiment cohabitent parfaitement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui joue plus meneur alors que c'est un 2 de métier et l'autre qui joue plus 2 alors que c'est un vrai meneur de métier. Et ça montre que c'est deux mecs archi intelligents. Moi, j'avais dit que sans Melo, s'ils prenaient pas Melo cet été, il leur manquerait quelque chose pour battre les Warriors. Que 3 mois après, je crois qu'en fait, ils n'avaient vraiment pas besoin de notre ami Carmelo et que ces deux-là, je pense que les Warriors champions en titre doivent les regarder de plus en plus sérieusement. Qu'est-ce qui manquait l'année dernière à cette équipe de Houston? De la défense, ils ont corrigé ça. Finalement, très rapidement, ils ont installé un système défensif cet été et ça marche plutôt bien. Il leur manquait aussi un deuxième véritable créateur parce que mine de rien, Eric Gordon, qui a fait une bonne saison l'année dernière avec un beau titre de 6e homme de l'année, est plutôt un finisseur et il ne crée pas beaucoup pour les autres. En amenant Chris Paul, il s'offre la possibilité sur une série de playoffs de ne pas complètement cracher comme l'année dernière. James Harden, on se souvient que mentalement, il était complètement mort sur la fin de série face aux Spurs, de mémoire, je ne suis pas fou. Et donc là, on peut imaginer sur une série de playoffs avoir Chris Paul en patron bis, parce que c'est ce qu'il est, et pouvoir soutenir la création et la tenue de balle aussi cette équipe de Houston et James Harden. Et surtout, James Harden lui donne. James Harden lui donne la place, lui a laissé la place. Chris Paul l'a prise intelligemment, la place, mais Harden lui laisse aussi la liberté d'expression. Et c'est impressionnant à voir. On les a vus, on le répète, on les a vus à Los Angeles. Et ça marchait très fort, les deux en même temps, les uns sur le banc et l'autre sur le terrain, et puis vice-versa. Et puis voilà, et puis il confirme. Et puis au bout d'un moment, il y a le bilan. Il y a le bilan. T'es premier à l'Ouest. Chris Paul, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas perdu. Et puis voilà, donc tu as un MVP en puissance, James Harden, et à côté, tu as l'un des tout meilleurs meneurs depuis les 10 dernières années. Enfin, honnêtement, il y a Mike D'Antoni, là, il se frise les moustaches. Quand on voit le bilan, donc avec seulement 4 défaites aujourd'hui, cette équipe, elle faisait rêver sur le tout pour l'attaque, ça shootait de folie. Aujourd'hui, c'est uniquement Chris Paul qui a permis de créer un lien défensif où on voit. Alors, comment ça se passe? Mais il y a une vraie évolution, je pense qu'ils ont D'Antoni, installé. ça n'a jamais été un entraîneur défensif, et là, ils y arrivent Et maintenant. l'effectif n'a pas énormément changé. Il y a PJ Tucker qui est arrivé, c'est important. Ils ont perdu pas de Beverley, qui est peut-être le meilleur meneur défenseur de la ligue, tu vois, en tout cas top 3 facile. Et en remplaçant, en fait, moi, ma théorie, c'est qu'ils ont tellement de certitude qu'ils arrivent à se retrouver en défense. Tu vois ce que je veux dire? Clint Capella est toujours meilleur, il fait une très belle saison, mais derrière, tu as encore Ryan Anderson qui est un piètre défenseur, et pourtant, il ne souffre pas. Quand Trevor Ariza passe sur le poste 4, il ne souffre pas non plus. En fait, en tenant un peu plus la balle en attaque, j'ai l'impression qu'ils offrent moins d'opportunités de relance bête là. Et James Harden fait les minima, et ça, c'est important. Il fait partie des bons défenseurs de NBA sur les 1 contre 1, et quand tu tiens les 1 contre 1, en général, ça se passe bien derrière. On n'a pas vu d'image de James Harden cette Mbah saison. Moute, bien sûr, on l'a pas dit. En train de dormir. Bien sûr. On n'a pas vu de Harden en train de dormir défensivement trop cette saison. Après, attention, on va pas non plus en faire ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, ça sera jamais un mec qui mettra des pressions tout terrain. Ça sera jamais pas de Beverley, mais on lui demandera jamais ça. Après, moi, j'ai eu des échanges encore souvent avec les mecs de Twitter quand on leur dit que Harden fait les minima, il faut si. Faire les minima, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est faire les minima. T'es pas un énorme défenseur. Quand tu as le bac avec 11, t'as pas félicitations loin de là, mais tu as le bac. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on peut accorder à Harden. Ça sera jamais un grand défenseur, mais au moins, mais surtout, c'est pas Chris Paul qui a. Alors, Chris Paul a amené sa science de la défense et son sérieux, mais je crois qu'aussi que l'année dernière, face aux Spurs, ils se sont rendus compte que quand on attaque, ça marchait plus. Ils se sont regardés, ah merde, on peut pas faire un stop. Et je crois que l'année dernière, ça les a quand même un petit peu. Ils étaient pas si loin que ça de sortir les Spurs, et finalement, ça les a frustrés. Et tu apprends forcément des défaites en playoff.
et tu reviens plus fort l'année d'après. Et c'est ce qui se passe aussi chez les Rockets, en plus de l'arrivée de Chris Paul. Allez, ce n'est pas le débat du jour de ce First Talk, on aura l'occasion d'en reparler des Je Rockets. pense aussi, ouais. Retour gâché, autre news, retour gâché pour Carmelo Anthony dans son jardin, le Garden, son ex-jardin en tout cas. Il n'a pas changé ses habitudes sur place, il a perdu. Carmelo Anthony, défaite donc à 111-96 avec un Michael Beasley qui lui vole la vedette, 30 points, 5 rebonds, il a fait le taf. Accueil mitigé du public. Pourtant, il y avait une vraie cérémonie organisée pour Carmelo Anthony. C'était too much finalement parce que Tout pété surtout. Tout pété, ouais. C'était surtout tout naze. Le tribute, mon gars, on aurait dit un truc en 2000 pour un mauvais anniversaire d'un mec de 20 piges sur un movie maker, quoi. Donc, non, vraiment. Franchement, cette soirée, finalement, c'est à l'image de l'histoire avec les Knicks de Melo. C'est une vidéo, ils l'ont faite parce qu'il fallait la faire. Même lui, il a regardé d'un œil. Et puis le match derrière, il est cata. Bon, ils étaient en back-to-back. Ils avaient fait 3 prolongations quand même à Philadelphie la veille. C'est pas une excuse. À 30 piges, quand tu fais back-to-back à Philadelphie la veille en 3 prolongations, je crois que même lui, pour lui, c'était un non-événement. Et finalement, c'est un non-événement pour personne. Ils essayent quand même de nous le vendre comme un mec qui va aller au Panthéon des Knicks et tout ça. Et là, moi, que dalle. avec ça. J'ai été choqué. Pour moi, ils vont jamais retirer son maillot. J'ai été choqué, tu viens de le dire, de la pauvreté de la cérémonie. Nous, on a vu une cérémonie pour le retour de Jamal Crawford aux Clippers. J'ai pas envie de dire Jamal Crawford est marqué l'histoire des Clippers. Pourtant, tout le monde était debout. Il y avait un vrai truc. Il y avait des gens en larmes, des enfants qui sautaient. On a senti une vraie ferveur autour de Jamal Crawford. Là, c'est Melo star depuis des années de Knicks. Mon gars, là, moi, j'ai été choqué. Et en plus, son match, tu me dis que c'est pas une excuse. Oh, tu retournes dans ton ancienne salle. Mon gars, je veux un 30 points. Il fait un match pété. Il est nul, la soirée nulle. Je pense que pour lui, ça a été un non-événement. Et pour ceux qui pensent que Melo et les Knicks, ça a été une belle histoire, ben voilà, on a la preuve que non. Je pense que les Knicks, ils ont fait un truc au rabais pour le faire juste pour pas qu'il se fasse taper dessus. Et Melo, il attendait. Melo, il attendait rien de plus. C'était un match pour lui. Je pense qu'il en avait rien à foutre. Et la preuve en est, je pense que donc les Knicks, Melo, ça, c'est pas une belle histoire et ça se finit mal. Voilà. Et il y avait aucune raison que les Knicks fassent l'effort et que voilà. En tout cas, 14 victoires, 15 défaites aujourd'hui pour OKC. À l'inverse, ça marche bien pour les Knicks. Pied de nez à l'ancienne star de New York. Depuis les débuts chaotiques des Cavs, tout a changé en ce début de saison NBA. LeBron James a pris les choses en main. C'est l'heure du focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Je vais avoir 33 ans dans 15 jours. Je ne me suis jamais aussi senti bien dans ma carrière. C'est LeBron James qui le dit. C'est ma 15e saison. Alors, avec ce qu'il fait là depuis quelques semaines, redressé à ce point Cleveland, ma première question pour vous, les gars, comment peut-il évoluer à un si haut niveau, là aussi régulièrement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est un surhomme, notre ami. Alors, 33 ans, déjà, il faut dire que dans la carrière d'un joueur, c'est le prime. La fin du prime. C'est la fin du prime, mais c'est là où finalement ton physique. Moi, j'en ai 32, Erwan. J'en ai 32. Moi, 32. D'accord, en tout cas, pour lui, 32. Ça a l'air d'être ça. C'est dans ces eaux-là, entre 31, 32, 33. Après 33, ça commence à se compliquer. Mais on verra avec LeBron qui est un surhomme. Mais c'est là où ton physique et ton expérience et ta technique se croisent et c'est là où tout en fait maturité, tout est au max, pas au max mais tout marche le mieux ensemble et on a l'impression que c'est ça parce que LeBron finalement il a des stats comme il avait l'habitude d'être, il est leader comme il avait l'habitude d'être, mais il a ce sentiment de facilité et surtout il a un truc qu'on lui a souvent reproché, notamment toi Thomas, c'est d'être clutch. Cette saison, ça fait longtemps qu'il l'est quand même. Non, mais la cloche sur les fins de match, il met des tirs importants. On me fait pas dire ce que j'ai pas dit, ça fait quand même quelques années. J'ai arrêté de dire qu'il était pas bref. Non, mais il a raison, il prend les ballons de fin de match alors qu'avant, il les laissait à Kyrie notamment. Ça lui arrive encore de faire des passes. Évidemment, là, il nous fait des trucs extraordinaires. Sur le truc du clutch, ça fait longtemps que LeBron prend des ballons de fin de match et tout ça. Moi, je le reprocherai toujours en finale NBA parce que c'est ce qui compte, LeBron, en finale NBA. Hein, n'oublie pas. Non, mais évidemment, là, tu l'as dit, il a la croisée de tout. C'est-à-dire que sa technique est incroyable, au-delà du physique, parce que c'est en termes de régularité, je pense que c'est le joueur le plus régulier, peut-être Jojo devant, on va dire. Physiquement, il est incroyable, magnifique dans sa tête, mentalement, il régale, mais c'est sa technique, moi, qui me semble extraordinaire. Il est leader d'une équipe qui régale en ce moment, 3e attaque de la NBA, une 27e défense dont on va parler un peu plus tard. Mais c'est ses pourcentages, tu viens de le dire, Erwan, il est quand même à 57% au tir, dont un extraordinaire 40% au tir à 3 points. Je dis bien extraordinaire pour LeBron, qui est à la base pas un adroit naturel. Exactement. Mais aujourd'hui, il prend des tirs incroyables, des step back de fin de match, des trucs, il met dedans comme un cochon. Ouais, LeBron est un joueur
on le savait, légendaire, mais là, à 33 ans, il fait des trucs qu'il faisait limite pas avant, en tout cas dans la régularité. C'est ça qui est fou. Parce que là, quand je regarde ses stats, 28 points. Attends, elles sont où? Ah, elles sont là. 29 passes. Elles sont affichées 9 devant toi passes. aussi. Merci. 9 passes. Il a jamais fait 9 passes dans sa carrière. L'année dernière, il a été à 8,7 et il est à 8,5 rebonds, qui est aussi, pour l'instant, sa meilleure marque. Il est en triple-double carrière. sur les 13 Donc, derniers matchs. C'est ce qu'on voit aussi sur Non, mais ses gros, stats. c'est quoi ça? C'est C'est Mais quoi, c'est pour ça que quand tu dis j'ai l'impression que Triche. je me suis jamais senti aussi bien, j'ai envie de lui dire mais ça se voit gros. Ouais, oui. LeBron, poteau, ça se voit que tu t'es jamais senti aussi bien. Et pourtant, il y a eu des résultats très compliqués en début de saison. Il y a eu beaucoup de doutes très tôt. Et lui, il a pas de coach. mais alors ça, on va y revenir après parce que je pense qu'il cache énormément de choses. Mais cependant, lui. Non, mais vous inquiétez pas. Il avait dit à un journaliste on peut commencer à être tranquille. Il a fait rappelle-moi à quel moment de la saison on est. T'inquiète pas, ça va aller. Il dégage quelque chose en ce moment alors, il a toujours plus ou moins dégagé ça, mais là c'est encore plus qu'avant et c'est, j'imagine pour ses coéquipiers, son coach, archi rassurant. Quand on voit là, cette triple-double sur les 13 derniers matchs, ça veut dire quand même que suite au début de saison de Cleveland, il a pris les choses en main. Oui. C'est quelque Qui chose d'autre que lui, hein. il était obligé. Non, Mais- c'est clair. Mais ça aurait pu... Non, mais après, là où je suis d'accord, ça aurait pu se faire collectivement. On aurait pu avoir Oui. un changement collectif. Ça peut être le retour d'Isaiah Thomas, j'en sais rien. Il aurait pu se passer quelque chose comme ça. Non, c'est LeBron, en tant que leader charismatique de sa franchise, a pris tout le monde sur son dos, mais il le fait depuis des années, hein, et il le fait surtout en playoff. Mais là, il les a pris, il a dit, ah, les gars, bon, on peut pas... là, franchement, on est naze. Voilà, on va s'y mettre un peu. Le problème, c'est qu'il s'y met un peu tout seul. Moi, je veux bien que M. José Calderon soit dans le 5 et taf ces derniers temps. J'ai du mal à croire qu'ils iront très loin en playoff avec un José Calderon très important dans l'effectif. Bah, c'était une question qu'on s'est posée dans une matinale. C'était, alors oui, 18 victoires en 19 matchs, bah, c'est énorme et c'est toujours ça de prix, on ne pourra pas te l'enlever. Maintenant, quand on regarde les matchs des Cavs, eh ben, c'est toujours un petit peu dans la difficulté. Ils ne mettent pas de roost à des équipes comme ils mettaient les saisons d'avant. Et puis effectivement, donc, il y a LeBron, certes, il y a deux systèmes pour Kyle Korver qui met dedans. Et derrière, on est beaucoup dans du 1 contre 1, on est beaucoup dans de la provocation très tôt, des tirs rapides. Et finalement, ça, on sait que ça marche pour le moment, mais en finale NBA, souvenez-vous qu'en finale NBA, ce 1 contre 1 à outrance, il s'était cassé les dents dessus. Sauf que là, tu as le retour imminent de Thomas aussi qui doit Ouais, mais changer si la. c'est pour la faire du 1 chose. contre 1 aussi, ça va rien changer là-dedans. Mais il va faire du 1 contre 1, il va pas venir pour défendre de toute façon, hein, notre ami le Nimbus là. Il va venir faire des Il 1 me semble contre que 1. l'année dernière, il avait quand même 2-3 systèmes où il a pu s'éclater aussi Ça, je te à confirme. travers le système. Demande à drôle à notre ami. hein. Demande à Kyrie Irving. Donc moi, Ah, c'est clair. aujourd'hui, c'est quoi le but aussi des Cavs? Et on avait le débat ce matin. Le but des Cavs, c'est d'être champion NBA. On va pas me dire que les Cavs, ils ont envie d'aller juste en finale NBA et que leur saison sera réussite. Demande à LeBron James, qu'est-ce que c'est, la saison réussite pour lui, qu'est-ce que c'est? Et son but ultime, c'est d'être champion. S'il retourne, on sait qu'il y va en finale maintenant, ça va. Ça fait 15 ans d'affilée qu'il n'y a que lui en finale à l'Est. On a compris. Maintenant, ce qu'il veut, c'est battre à nouveau les Warriors ou autres. Si surprise il y a de l'autre côté. Maintenant, donc voilà. Donc si là, c'est très bien, mais ça suffira pas. Là, sur le dernier match de Cleveland face à Washington, il gagne 106-99. Il joue 41 minutes c'est fou, pour ça. 20 points, 15 rebonds, 10 passes. À l'arrivée, il a inscrit donc son 61e triple-double de sa carrière. Bon, la pêche aux stats individuelles, elles sont là et il est tellement fou. Mais sauf qu'à force de jouer 41 minutes, attention ou pas, il y a danger autour de LeBron James maintenant du fait que tout repose sur lui là depuis 20 matchs. Mais le truc, c'est que moi, j'aurais tendance à dire oui pour n'importe qui. LeBron, c'est pas n'importe qui. Quand je vois ses saisons en fait en carrière, il manque très peu de matchs. Il s'est jamais fait les croisés, il s'est jamais fait un tendon d'Achille, il a jamais eu de. Et je touche du bois pour que ça ne lui arrive jamais. On souhaite jamais ça à un joueur. Et LeBron a ce truc de dire moi, quoi qu'il arrive, je veux jouer beaucoup de minutes. Là, il a 37 minutes, mais en fait, depuis qu'il est retourné à Cleveland, il est à 36, 35, 37, 37. Bref, ça change pas grand chose. En fait, c'est juste depuis que les Warriors sont arrivés et que Curry joue 32 minutes par match, on se dit il faut les faire reposer et tout. Je pense qu'il y a des moments pour tout et que LeBron, quand il y a un peu d'écart, faut qu'il prenne le temps de se reposer un peu. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écart vis-à-vis oui. des adversaires Ils ont et donc pas il de est obligé marge. de jouer. Ce Il n'y a pas de terrible, marge, tu l'as c'est dit. que 18 victoires en 19 matchs et finalement, tu n'as pas de marge. Ouais. Et c'est Un peu de ça- marge, et c'est ça- peu. à peine, pas Ouais, assez quand en même. tout cas, pas Oui, assez oui, pour j'entends. que LeBron aille se reposer. Et j'ai l'impression qu'ils sont quand même dans une bonne spirale de victoire et que Coach Lou n'a pas spécialement envie Coach qui Coach Lou n'a pas J'ai mangé des loups, mais n'a- c'était pas des biscuits. n'a pas envie de n'a C'est pas envie de contradictoire changer ce que ça. tu dis quand même. On gagne pas 18 matchs sur 19. T'as pas de marge? Ben, regarde les matchs, Mais- regarde les. non, mais bien j'ai- sûr. oui, bien sûr. Moi, je regardais les résultats. Il y a Mais qui a de la contre marge Sacramento. aujourd'hui? Qui Non, a mais de la contre Sacramento, Warriors, les Houston. Rockets, les Warriors, Même les Celtics. même les Celtics ont de la marge. Ouais, c'est vrai. Sur tous leurs matchs, il y en a quand même où tu sais qu'ils vont, Non, mais, ils vont tu vas me gagner. sortir l'exemple qui Non, confirme la règle. mais- Je te parle de manière générale. Quand tu regardes, ils mettent des roustas, ça à C'est plus vrai. 15, plus 20 à 5 minutes de la fin et ça peut ouvrir le banc. Ils peuvent pas se permettre ça. Cependant, Tyronn Lue,
puisqu'il ne faut pas l'appeler coach Chou apparemment, il y a des choses intéressantes. Et pour ça, il va falloir qu'il se creuse les ménages. Le jeune Sedi Osman, le Turc, là, est en train vraiment de prendre un vrai bon rôle sur un poste de défenseur qui peut se sacrifier, peut mettre des paniers en transition, peut mettre des paniers à 3 points. Donc lui, en sortie de banc, peut amener des choses. Jeff Green est très bien là aussi. Donc je crois qu'il va y avoir le retour d'Isaiah Thomas. Honnêtement, je reste persuadé qu'avec un LeBron James dans cet état-là, ils vont avoir le matos pour arriver. Sur le papier, ouais. Peut-être pas être yeux dans les yeux, pas avec les Warriors, mais en tout cas avoir au moins un œil un peu fermé, tu vois. Mais Pirate, quoi. voilà. Ouais. Donc on peut la jouer. Et donc, je crois surtout qu'il faut qu'il fasse ce trade absolument, qu'il se débarrasse de Tristan Thompson, qui n'est plus un basketteur pour les Cavs, et qui récupère notre ami Dédé Jordan, qui a un cœur comme ça, mais qui se bat tout seul un petit peu côté Clippers avec toutes les blessures. Pour répondre à la question, LeBron James plus fort que jamais, il y a le tableau préparé par Polo comparatif de ces années où il a été MVP. Et on Bravo, Polo. et on va voir donc on va voir sur ces 4 années les différences avec sa saison actuelle et on voit qu'il est au-dessus en termes de passes et de rebonds. Bon, les points, voilà, c'est pas loin. Pour moi, la plus belle saison de LeBron, encore aujourd'hui, parce qu'on n'est même pas à Noël, donc on verra plus tard, c'est celle de 2013. Son année à Miami, où il est dans des pourcentages incroyables, il fait une série de matchs à plus de 60% au tir, et il est extraordinaire. Pour moi, c'est ça le LeBron ultime, où il est très près du cercle, il joue 4 toute la saison, et il défonce tout le monde. Donc j'attends de voir, là pour l'instant il est sur les bases, au moins de meilleures bases que cette saison-là, mais il faut tenir le rythme. LeBron en est capable, mais j'attends de voir. En tout cas, pour moi, le meilleur, c'est 2013, et il a été MVP en plus avec les honneurs à ce moment-là. Mais non, pour moi, le meilleur, j'insiste vraiment, pour moi, c'est cette année parce que c'est pas du tout la même équipe, elle n'a pas les mêmes soldats. Et il y en attaque, il y a des mecs à alimenter. Ce qui est marrant, c'est que LeBron James, époque Miami, c'était une équipe défensive. Et que là, LeBron James, époque Cleveland, c'est une équipe d'attaque. Et lui, peu importe, hein, ça coule sur lui, il fournit dans tous les cas. Pour moi, je trouve un LeBron James beaucoup plus serein dans son basket, beaucoup plus juste aussi que ce qu'il était à son époque 2012-2013 avec le Heat. La réponse donc d'Erwan, c'est plutôt maintenant, et toi, c'était plutôt il y a 2013, quelques années, même si tout à c'est à fait. confirmer encore cette saison. À suivre donc le parcours des Cavs. Nous, on va parler de quelque chose qu'on est en train de vivre en ce moment dans le grand débat du jour. Serait-on en train de vivre la pire saison NBA des Frenchies? Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Saison noire pour les Français de NBA, c'est le grand débat du jour. On va se poser la question sur chaque joueur, où ils en sont, parce que là, vraiment, on se demande quand est-ce qu'on va vibrer avec eux. Beaucoup de blessures, beaucoup d'échecs. Nouvel exemple, par exemple, justement, Yakuba Ouattara qui a été coupé par les Nets, remplacé par Milton Doyle, alors que bon, il n'avait pas joué en NBA, mais c'est juste significatif que les Français ont peut-être un peu moins la cote cette saison. On commence, on en parlait dans les news, avec Rudy Gobert. Sa saison, c'était l'année de l'explosion. Et à l'arrivée, on voit ses stats. Il a déjà raté des matchs. 18 matchs joués sur 29. Il est en ce moment même convalescent pour son entorse au genou. Que penser de ce début, de ce tiers de saison de Rudy Gobert? Mais on est triste, on est forcément triste. On était enthousiasmé par sa saison l'année dernière. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on se disait? Est-ce que Rudy Gobert va être All-Star? J'étais pour moi. C'était des débats qu'on avait. Aujourd'hui, malheureusement pour notre Rudy national, on n'en est pas là. Mais comme je l'ai dit dans les news, sa saison, elle n'a pas commencé. Il s'est blessé 2 fois déjà. Il a 18 matchs à peine sur 29 joués. Donc 11 matchs ratés déjà. On est même pas encore à Noël. Non, pour l'instant, il est de la malchance. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas musculaire, on le répète. Mais ouais, on est frustré forcément. En plus, son équipe est en train de se transformer. Ouais, mais Sans lui, ils sont en train de jouer small ball avec Donovan Mitchell qui prend des responsabilités. Ils sont en train de jouer small ball. Donc j'ai hâte qu'il revienne vraiment et qu'il retrouve sa place au sein du Jazz importante. C'est censé être lui l'homme fort justement du clan français en NBA. Donc là, on a une vraie attente et un souci. beaucoup d'attentes. Nous, on espère voir Rudy Gobert au All-Star Game. On espère le voir décrocher le titre de meilleur défenseur de l'année. Malgré tout, moi, j'ai envie de faire une comparaison entre l'année dernière et cette année. Entre les deux, Jordi il est parti, Gordon Hayward est parti. L'année dernière, il était à 14 points de moyenne, 12,8 rebonds. Stat très sérieuse, j'en oublie même les contres, il était à 2,6, à 66% au tir. Cette année, les amis, donc on les a vus passer, 11,6 points, 9,6 rebonds, donc 3 de moins, c'est énorme. Il est toujours à 2,3 contre, ça c'est bien, mais son pourcentage a chuté de 7 points, il est à même pas 60% au tir. Alors je me pose la question, pourquoi ? Mais parce que sa saison n'a pas commencé. Il a été blessé. Parce qu'il a pas c'est pu... pour ça. Moi, c'est pas ça ma réponse. Hein. C'est quoi? Ma réponse, c'est que avant, Ricky Rubio était un bon meneur, mais qui faisait la création? Qui avait la création? Qui était en charge de la création dans l'équipe? C'était Gordon Hayward. Alors, je sais que Rudy dira que c'était d'abord une équipe défensive, ça je l'entends, ils sont toujours dans les clous, ils peuvent se qualifier en playoff, il n'y a pas de souci. En attendant, moi j'avais envie de voir un Rudy Gobert être à plus de 15 points, être 12 rebonds, et pourquoi pas imaginer des systèmes en attaque pour lui. C'est toujours pas le cas.
On m'explique ça pourquoi? On explique pourquoi, parce que moi je le répète, Vas-y. parce qu'il a déjà raté 11 matchs C'est ça le problème. cette saison, et quand t'as un grand comme ici, et puis il y a eu l'explosion d'un Donovan Mitchell, où finalement qui a donné des quel idées, rapport? j'y arrive, qui a donné des idées finalement à Quinn Snyder, où finalement le Jazz qu'on avait connu fort en défense sur demi-terrain, avec l'absence de Rudy, et Donovan Mitchell qui explose, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont mis, tiens, on va courir un peu, on va jouer un petit peu small ball, on va avoir un basket un petit peu plus avec de l'allant vers l'avant sur la contre-attaque. Me dis pas. C'est pas ça en fait. Mais ça, je l'entends, le changement de truc, sauf que en fait, Donovan Mitchell a pris le rôle entre guillemets de Rodney Hood. Rodney Hood cette année, enfin en tout cas cet été, on pensait qu'il avait les capacités pour prendre le leadership d'attaque. Il n'a pas été capable, pourcentage catastrophique, et finalement Donovan Mitchell, le rookie, a réussi à s'éclater. Moi, ce que je vois, et je parle de Rudy Gobert, tu peux me parler du Jazz, je l'entends. Rudy Gobert, on l'attendait sur une évolution offensive, parce qu'aujourd'hui, il existe sur quoi? Sur des alley-oops, sur du rebond offensif. Alors, moi, je voulais. Non mais très bien. J'aurais adoré voir ça cette année. C'était la saison. Tu dis que C'était ça que je veux dire. Gordon Hayward créait beaucoup et que Rudy Gobert en profitait. Tu as tout à fait raison. Maintenant, le remplaçant de Gordon Hayward est Kata. Non mais Kata, donc on a dû le refoutre sur le banc. Donc on a dû repenser tout ça. Et forcément, qui c'est qu'on a pâti directement? C'est Rudy Gobert. Non mais ça, on parle pas de la même chose. Parce que là, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a toujours pas de système à Rudy Gobert. Enfin, si, je sais pourquoi. Parce que là, il n'a pas eu de rythme depuis le début de la saison aussi, Tom. Mais non, mais attends. FR 4, hop, balle en bas, Rudy Gobert. Il n'y a pas besoin de Donovan Mitchell. Il y a Ricky Rubio. Ce n'est pas sa qualité première. Très bien. Mais si t'attends ça, c'est pas moi qui l'attends. C'est qui attend ça alors? Bah lui-même, non? Rudy n'a pas envie de ça. Trouvons une déclaration. D'accord. Les qualités de Rudy Gobert, c'est du compte, c'est de la dissuasion. Moi, c'est d'être tout le temps dans les espaces disponibles comme il sait très bien faire. Une moins bonne saison que l'année dernière. Et finir fort dans le sac. Sa saison n'a pas commencé. J'ai même pas envie de la comparer. J'ai même pas envie de la comparer la saison. Je compare, c'est pas grave. Alors passons à la suite du camp français avec un joueur qui avait réalisé un début de saison remarquable et remarqué, Evan Fournier avec Orlando qui était très bon avant de chuter, et lui un petit peu en même temps. Il est aujourd'hui freiné par une blessure à la cheville. Que penser pareil de ce début de saison d'Evan Fournier qui a pris le lead offensif du Magic mais qui est blessé? 3 victoires sur les 19 derniers matchs, ça y est, c'est retombé comme en 40. C'est ça, plus que sa blessure, même si je crois qu'il n'y a rien de très grave. Ça fait 6 matchs qui manquent quand même. Ouais, mais qui se soigne. C'est énorme. Mais 3 victoires sur les 19 derniers matchs. Du coup, la hype est retombée. On sait que Evan Wiss, c'est le leader offensif de ce Magic-là. C'est un scoreur, c'est un vrai slasher qui va mettre des points. On sait très bien qu'il va faire ça aujourd'hui. Evan, on en a parlé avec lui cet été, il faut qu'il soit dans une équipe qui soit dans la course au playoff. Ça a duré 3 semaines côté Orlando. Derrière, le soufflet est retombé avec une violence rare. Ouais, rare. Voilà, et aujourd'hui, on a envie de voir Evan, et je crois que même lui, ça doit lui manger les doigts de pas être dans une équipe qui est au moins en course pour les playoffs. Pour moi, ça y est, Orlando, on avait fait un focus dessus. Ça y est, ils sont rentrés dans le rang, garés en double fil. Ils vont prendre des matchs à droite à gauche, faire des stats. Mais j'ai l'impression que les playoffs, pour eux, c'est déjà trop loin. Ouais, c'est trop loin. Après, d'un point de vue individuel, c'est vrai qu'être à plus de 18 points en NBA, c'est honorable. C'est ça, pour l'instant, sa meilleure marque en carrière. Il est toujours à 3 points, 3 passes, 3 rebonds. Ça changera jamais. C'est un arrière. Donc voilà. Faut qu'il pense à lui, quoi. Là, moi, je pense que oui, parce que lui, je sais qu'il veut gagner des matchs. Et comme vient de dire Erwan, il veut gagner des matchs. Il rêverait de prendre une équipe de play-off qui doit être la 3e option quelque part. Là aujourd'hui, Orlando lui offre pas cette chance-là. Donc autant qu'il se fasse kiffer et qu'il essaie de tourner à 20 points, quoi. Tu vois, c'est le but. Pour attirer l'œil d'une équipe, si un jour elle cherche un scoreur pour mettre autour d'une équipe qui joue le titre ou qui, tu vois. Eh ben voilà, t'as un mec ou alors un 6e homme, en faire un 6e homme de luxe. Voilà, bah tiens, t'as un mec qui met 18 points. Tiens, mais pourquoi pas? Non, mais tu veux, voilà. Au moins lui, c'était sûr que t'as une valeur sûre. Il va mettre des points. C'est un joueur sérieux de NBA, quoi. Voilà. Et vous attendiez à mieux de sa part là, où on savait que c'était en grande difficulté? Nous, on voulait qu'il s'approche des 20 points. Il est à 18. C'est difficile de dire. Avant qu'il se blesse, là, il fait un match à 27 encore. Voilà, il est parti très très fort. Donc t'as beaucoup d'espoir dans ces moments-là. Et derrière, avec son équipe, ils n'ont pas été capables de réagir. Et lui, moi, je suis d'accord, il gagne des matchs. Moi, je veux qu'il gagne des matchs, Evan, quoi. Quitte à ce qu'il ait un rôle où il redescend à 14 points par match. Mais il est encore jeune, tu vois. C'est bien de mettre des il gagne pas de match, quoi. Merde, c'est insupportable, quoi. 3 victoires en 19 matchs, c'est catastrophique. Hier soir contre Détroit, ils perdent de 4, mais il s'est remplacé par Arizona qui met 28. Mais moi, ils sont que dans l'attaque, ils veulent pas défendre, ils s'en branlent. Jonathan Simmons, il se prend pour Steph Curry. Moi, j'en peux plus de cette équipe. Alors, on passe. Autre Français très scruté, très regardé depuis le début de la saison, le rookie Frank Ntilikina à New York, qui réalise des bons débuts. Lui, pour le coup, on ne devait s'attendre à rien, même s'il y avait beaucoup de questions autour
autour de lui. Pour autant, à chaque fois, c'est quand même du positif, notamment son attitude défensive. Que penser donc de ses débuts avec des Knicks au-dessus en termes de bilan que ce qui était prévu quand même? Bah, c'est bien, il est dans le bon wagon, c'est important. Souvent, on le dit, d'être dans l'équipe quand tu gagnes des matchs. Il a eu une très bonne période. Alors, ses stats ne reflètent pas vraiment son impact. Moi, j'attends beaucoup de lui. Alors, il va lui faire du temps. On a dit cet été qu'il sera prêt peut-être dans 3 ans, pas avant. Mais aujourd'hui, il a montré des choses, en tout cas, dans l'effectif, auprès de son coach, auprès du public. C'est très important, surtout à New York. Donc, défensivement, il est déjà prêt. On voit ses stats sur 36 minutes. Et ça, c'est intéressant. On se rend compte qu'en jouant, il a 10 points, presque 6 passes, 4 rebonds et 2,5 steals. Il est dans le top 10 de la NBA large. Donc voilà, maintenant, il a sorti un match contre Casey, là, le dernier, à 0 points, et rien d'autre. Et rien d'autre, pas de passe. Voilà, il faut éviter ce genre de match. Ça fait partie de la vie d'un rookie. Mais il faut éviter les creux très francs comme ça. Quand il est à 7 points par match, moi, ça me va, tu vois. De toute manière, c'est pas ce qu'on lui demande dans l'effectif. Et aujourd'hui, toi, c'est quelqu'un, ça y est, en qui tu crois vraiment, alors qu'il y avait des doutes en début de saison sur son adaptation NBA. Moi, quand tu arrives à 19 ans, chez les Knicks, forcément, tu te dis à quoi il va s'attendre. Et finalement, je suis un peu rassuré par rapport à ça. Les Knicks, avec le départ de Melo et l'explosion de Porzingis, semblent s'être assainis vraiment. On lui offre une petite place maintenant, ce qui est terrible, parce qu'on parle des Français de manière générale cette saison, et je pense qu'on vit l'une des saisons les plus tristes pour les Français en NBA. C'est que vraiment, celui qu'on attend le plus de regarder en ce moment, c'est un mec à 5 points. C'est Frank Ntilikina, c'est un mec à 6 points par match. Ouais. Ça veut dire que la saison, cette année, c'est une année un peu noire avec pas mal de blessures ou des mecs en fin de carrière. Et donc, du coup, ben voilà, ça prouve bien que ce débat-là, saison noire pour les. Heureusement que Boris Dio fait des triples-doubles en proie. J'ai été samedi, m'a régalé. Ah bah voilà, Justement, il y a une déception, parce qu'il y en a un qu'on attend là, ça y est, l'année de la confirmation, pas de la confirmation, mais vraiment d'une explosion. On attend à ce que ce soit avec Gobert, le joueur français qui soit là, présent en NBA en tant que cadre. Et pourtant, Nicolas Batum, là, il est freiné par les blessures. On parle peut-être d'une opération l'été prochain. Pour Nico, c'est terrible parce que c'était son année aussi à lui. Avec ses stats, c'est pas Nico Batum. C'est complet comme Batum, mais c'est pas assez élevé. Non, mais c'est pas Nico Batum. Mais pourquoi? Parce que pareil, comme Rudy, sa saison n'a pas commencé. Les mecs, ils sont pétés. Et en plus, est-ce qu'elle va commencer? Est-ce qu'elle peut commencer finalement? Non, mais j'ai un sérieux doute là-dessus. Je lui souhaite vraiment en tout cas, mais sa saison n'a pas commencé. En plus, c'est une équipe qui tourne pas, qui prend pas de match. Autant le Jazz prend des matchs et dans la course au playoff, autant les Hornets, il y a déjà énorme urgence. Donc lui, Nico a précipité son retour. Du coup, il vient. Il a été bon contre Portland, mais il a encore mal. Enfin, moi, je suis frustré de la saison de nos Français. C'est terrible, hein, vraiment. Là, on est dans la période où ils attendent de se dire bon, on l'opère, il y en aura pour 4 mois, mais en même temps, on le perd pour la saison. Ou alors, ça va être l'été prochain. Quoi, le truc, c'est que, est-ce qu'il a intérêt? Au bout d'un moment, il faut qu'il prenne soin de lui. C'est pour ça qu'il n'est pas venu en équipe de France cet été, pour aussi travailler sur son game, n'est-ce pas? Le travail main gauche, ça, on aime. Nico continue. 27% au tir à 3 points, c'est pas du tout Nico Batum. On sait que c'est un shooter fiable de NBA. Et là, aujourd'hui, il est tellement gêné qu'il faut qu'il se pose la question avec le staff médical, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'arrête? Parce que là, mais va shooter quand t'as mal au poignet, va shooter quand t'as mal au coude, c'est l'enfer. Non, mais je suis d'accord. Le truc, c'est qu'il faut qu'il prenne ce risque. Il a signé un gros contrat. Ils ont beaucoup d'attentes sur Nico Batum sur 3-4 ans. Il faut qu'il soit bon pendant 3-4 ans, quitte à rater une saison. Là, aujourd'hui, il n'est pas à son niveau et l'équipe est cata. C'est pas comme s'il jouait le top 3 de la conférence, quoi. Là, j'aurais compris. Là, aujourd'hui, il faut qu'il prenne soin de lui, qu'il aille se faire opérer, qu'il revienne. Allez, l'année prochaine, tant pis, mais l'année prochaine, avec le meilleur niveau possible. Là, on est de toute façon dans une saison noire pour les Français. Là, quand on en parle, pour lui, c'est déprimant. C'est déprimant. c'est la pire équipe déprimante avec l'émission. Joyeux Noël, douce nuit. Horrible plan. Je prends un screenshot horrible. C'est une galère, cette émission. C'est horrible. On vit une saison noire avec les Français. En tout cas, t'as une couille sur le. C'est pour une fois que c'est pas la tienne. Oh Tony Parker, c'est la bonne nouvelle. Il est de retour en avance. Passe à Vegas, reste à Vegas. Tony Parker est de retour plus tôt que prévu. Ça, c'est la bonne nouvelle côté français. C'est embêtant que ce soit le doyen des Bleus qui soit finalement à nouveau le centre de l'attention. Pour autant, 8 matchs joués. Ça y est, on a retrouvé petit à petit du Tony, bien géré par les Spurs. Sur des séquences, alors oui, il est très bien géré. Un temps de jeu de moins de 20 minutes. Il a toujours sa petite sauce. Il met ses petits paniers. Mais bon, Tony Parker a 7 points par match et 4 passes, les mecs. Alors que ça fait 15 ans que c'est lui qui inspire les Français qui arrivent en NBA, qui nous fait se lever la nuit, qui nous fait se lever le matin pour regarder les stats et tout.
Bah, ben voilà, Tony, mais on va pas lui en vouloir, il a 35 piges. Il revient de blessure, il sérieux, revient de bah oui. blessure, il se gère. Donc voilà. Ça, c'était déjà annoncé la saison dernière aussi. C'était en Oui. chute. Le léger déclin était en marche. Attends, On est en plein dedans, mais bon. il est arrivé à 19 ans, il a 5 finales NBA dans les pattes, 6 finales NBA. 5 finales, 4 titres et Bien joué. des campagnes d'équipe de France. Tous les mecs à 35 ans, ils ont le droit de dire bon, mais je suis un peu moins vite, un peu moins bien. Il a qu'à boire du jus d'herbe. Hein. Depuis le début, ça lui va bien et ça marche du plutôt derbe, bien. ça va 2 minutes au bout d'un moment. Ah, L'âge, c'est l'âge. Hein. Ah oui, ça c'est clair que l'âge, c'est l'âge. Ouais. Non, mais on est un peu triste de voir Tony Parker, mais bon, lui, il revient doucement. Et puis quand tu le vois sur le terrain, il a toujours, comme tu l'as dit, ces moments de Tony Parker là, d'aller au drive vite, de faire des petits tirs drop. Bref, le temps a changé quand même. Mais même, il est plutôt bien revenu. Je pense que pour les Ouais. playoffs, c'est en playoffs qu'on voit. J'espère qu'il nous sortira des matchs sympas. Voilà, pour l'instant, il est au petit trou, un petit peu comme son équipe. Voilà, on est bien quand face à des équipes moyennes et face aux gros, ils souffrent beaucoup trop les Spurs, je trouve. L'intérieur surtout. Ils ont eu un début de saison plutôt correct finalement. Sans, Bah oui, sans oui, Son Kawhi. retour, lui, C'était- personnellement, c'est très bien. Mais les Spurs, je pense qu'il D'un point de vue il stats, leur ça il leur va, faut- mais il leur le faut- il bilan- faut que les- il va leur falloir un supplément d'âme. Et c'est pas Tony qui va leur apporter, plus en tout cas. Ou Pau. Pau. Lui Ouais, aussi, Pau. il est en fin de parcours. Enfin bref. Autre, Je peux plus le toucher, quoi. autre Français en bref comme ça, parce que ce ne sont Oui, pas vas-y. eux qui vont leur donner plus le moral, mais Yann Mailmy, Kevin Séraphin, que vous pensez là de ces Français qui Kevin hier, Séraphin, sans il est à parler Barça- d'Alexis il est à Barcelone, Il est au Aginsa, Barcelone. Il est à Barcelone. Ouais. Alexis Aginsa, Aginsa blessé. Alexis Aginsa Aginsa, blessé. Blessé grave. Geoffrey Lauvergne aux Spurs, il a fait un match à 14 points contre Ouais, Houston la blowout, dernière à fois. la fin, ils le mettent. Donc, lui, Il a mis pareil, 14. Tu lui donnes ça, il prend ça très bien. Très Bravo. bien. Il a 4 points et 3 rebonds, Geoffrey Lauvergne. Mais quand je me suis noté Séraphin, c'est pour penser à est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir justement un Français surprise qui débarque d'Europe, qui revienne, qui nous surprenne, un mec, un petit contrat. Il n'y a pas, En il y cours a- de saison, là il y a- Non, il y a je pas pense un mec où vous Bah, dites, les Français sérieux d'Euroleague jouent en Euroleague et ont des contrats sérieux aussi. Donc, a priori, on n'aura pas Ça une se belle fera pas. surprise. Non. Et mais là, tous les mecs qu'on a Mais ça cités, nous je fait vois bizarre. pas. Honnêtement, Moi ça aussi, nous fait bizarre. Ça fait 15 ans que Ah ouais. les On a de la Français, chance. il faut qu'on s'en rende compte qu'on est des vénards d'avoir depuis Tony Parker, d'avoir des Français, il y a eu la génération 82, Michael Pietrus, souvenez-vous, hein, c'était 10 points par match avec les Défenseurs, Warriors Kobe. défenseurs Ouais. qui, quand ils sortent Dallas, mais il y a Michael Pietrus dans le coup. Michael Pietrus qui fait aussi des finales NBA avec Orlando, Boris Dio avec Qui régale, Phoenix, mais oui. qui après champion NBA avec. Voilà, on est des Joachim vénards. Noah. Joachim Noah, on est des vénards. Vraiment, depuis 15 piges, depuis que Tony Parker est en NBA, donc c'est un peu plus même, on est des vrais vénards avec les Français. Et cette année, ça nous fait tellement bizarre de voir ces Français un petit peu dans le dur. Et c'est pas une histoire de niveau, c'est honnêtement vraiment une histoire de malchance. Gobert blessé, Batum blessé, franchement, ça nous fait trop mal au moral. Et Noah, c'est une histoire de malchance, c'est une solution au cas Noah, Noah. honnêtement, depuis qu'il est, je pense que son après Chicago, c'est un peu le syndrome New Orleans. Ils sont pétés. cramés, D-Rose. D-Rose, ils sont cramés. Omer pétés. Azik. Ils sont pétés. Non, J'avais envie de dire Omer Azik, Joachim Noah, ça fait longtemps. Joachim Noah, c'était pas un mec qui prenait des écrans, qui shootait à 3 points. C'était un mec qui mettait la tête où tu mettais pas la main, qui courait des deux côtés du terrain, qui défendait, qui attaquait. Et je crois que son corps l'a lâché. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que son corps l'a lâché. En train d'imaginer Joachim Noah prendre un Steiger horizontal, sortir là-bas. En gros, ce serait merveilleux. Filoche, prise d'appui à la Real, ce Non, serait Joachim extraordinaire. Noah, j'ai vraiment l'impression que ça fait quand même 1 an et demi maintenant, depuis qu'il a signé au Knicks, qu'on attend un éventuel retour. Ça tarde et ça tarde et ça tarde. Moi, j'ai l'impression que son corps, c'est fini. Je crois que c'est C'est un des débats. On n'a pas une petite musique là d'enterrement, là, c'est une catastrophe qu'on ait faite. Ah ouais, j'ai chaud. Est-ce qu'on peut amener Elise vite, s'il vous plaît, parce que Non, j'en mais, peux non, plus. mais alors après, Ah, pardon. Rudy est encore jeune et je te dis, Mais ça non, va attends, être, il y a rien de truc, là, et ça va être la figure de proue. Et moi, je suis persuadé qu'il va revenir et qu'il va nous régaler avec le Jazz. Et c'est un mec à un gros contrat à long terme et ils vont revenir. C'est C'est une pas le période. problème. Mais par contre, c'est peut-être la période, oui, la plus sombre depuis 15 piges Et pourtant, on a 11 Français en NBA. pour la France en NBA. Depuis Mais c'est pas grave, ça va revenir, j'en suis En persuadé. plus, Elise nous en avait parlé sur les Français de NCA qui pourraient apporter un plus bientôt. Justement, Elise sort tout juste de ses partiels et c'est le Campus Break. Salut Elise, bienvenue. Après, tout s'est bien passé pour tes partiels? Nickel, Tout tout va s'est bien passé. Bon, Le alors tu partiel, vas nous c'est le bac blanc, gros. Ah, Le brevet blanc. alors, Ça a été mieux la première fois. en tout cas, aujourd'hui, tu vas nous parler des grosses rivalités, des trucs marquants en NCA. Alors, quelles Exactement. équipes? Je vous en ai sélectionné 3, celles qui m'ont le plus marqué. Et je vais commencer avec Duke, North Carolina, parce que quand on parle de rivalité NCAA, évidemment, on pense à celle-ci. En général, gros prime time sur ESPN quand il y a un Duke North Carolina. Seulement une dizaine de kilomètres séparent les deux universités. Il y a aussi une rivalité du fait que Duke soit une école privée, publique et North Carolina une école privée. Les riches contre les L'inverse. pauvres?
Non, pas l'inverse. Vu des classes. Duke. Duke, école privée, North Carolina, Très école bien. publique. Ça me va, ça me va. Elles font partie des meilleures universités depuis plus de 60 ans. Elles sont classées toutes les deux dans le top 5 des équipes qui ont le plus de victoires en NCAA. Donc Duke a remporté 5 fois la March Madness et North Carolina, si vous vous souvenez, 6 fois, fois, bien exactement. Ouais, bien sûr. On suit, on Et suit. c'est tellement un gros événement que quand il y a un Duke North Carolina, les étudiants de Duke campent pendant un mois avant pour avoir un billet. Et ça s'appelle le c'est ouf, ça. tenting. Et je vous ai trouvé une Ça, c'est des photo. vrais Ah ouais. campeurs, Et ça, c'est c'est dans la zone qui s'appelle C'est pas Chesheskeville. calé, ça, t'es sûr? Oh Oh, non, Erwan. mais non, Non, on non, tolère pas ça. non. Faut la couper celle-là. Non, non, désolé pour les Calaisiens, mais désolé. Est-ce En plus, ça n'existe même plus, la jungle. Est-ce qu'on peut la Pas bref. refaire là, parce que- Donc Incroyable. c'est une zone qui s'appelle Chesheskeville pour le coach K. Et du coup, voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est un événement très attendu du côté de Duke. Donc la rivalité, elle a vraiment commencé dans les années 60 avec Dean Smith, qui était le coach de North Carolina, et Coach K, qui est coach de Duke depuis 1980. C'est vraiment eux qui ont amené leurs équipes à un niveau assez élevé, qui a fait que ça a commencé la rivalité. On se rappelle aussi dans les années 90 de Christian Laettner, de Grant Hill. Bien sûr. Christian Laettner que tout le monde détestait, je crois même à Duke, qui était assez détesté. Le mental Mais du c'est gars. eux aussi qui Ouais. ont participé du coup à l'histoire de cette rivalité. Et malgré ça, les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en March Madness, donc c'est assez intéressant. Ça manque d'un grand match de Non, March Madness, quoi. jamais, Ça, ouais. c'est ouf, ça. Jamais, c'est fou, ouais, c'est clair. Donc voilà. Ma deuxième, Autre- ouais, vas-y, fonce. j'enchaîne avec la Fonce deuxième. sur les autres Louisville, rivalités. Kentucky. Comme Duke et North Carolina, ce sont deux grosses universités. Avec deux gros programmes. Elles sont aussi très proches l'une de l'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'état du Kentucky, il n'y a pas de basket Pro. pro. Mm. Donc il n'y a pas grand-chose à faire non plus dans l'état du Pareil. Kentucky. À part manger du poulet, bien sûr. Ouais, c'est ça. Phil Donc Jackson. du coup, quand les deux équipes se rencontrent, donc, comme elles ne se jouent qu'une fois dans l'année parce qu'elles ne sont pas dans la même conférence, ça donne un gros match. La rivalité a commencé en 1983 quand les deux équipes se sont affrontées pour une place pour le Final Four. Ça a été un match complètement fou, complètement dingue, que Louisville a remporté 80-68 après prolongation. Et c'était tellement un match de dingue que le gouverneur de l'État de Kentucky a fait voter une loi pour que les équipes se rencontrent minimum une fois dans l'année. Donc tellement c'était... C'est donc, toujours un- d'actualité. toujours d'actualité. C'est un C'est match ouf, qu'ils ça. appellent The Dream Game. Donc je pense que si vous regardez sur YouTube, vous allez avoir un beau petit docu là-dessus. Et la rivalité, elle s'est vraiment accentuée quand Rick Pitino, le fameux escroc Rick Pitino, coach de Kentucky, a décidé donc, de faire une petite pause pour aller coacher les Celtics. Et quand il est revenu, il n'a pas trouvé mieux que d'aller coacher Ouais, l'équipe adverse, Louisville. Forcément, le rival. Donc du coup, c'était On adore assez ça. mal vu. Et c'est le seul coach à avoir remporté 2 titres avec 2 équipes universitaires. Bonne Donc tête en de traître, 96, voilà. Il n'a pas la tête un peu de Scarface là, Ouais, de Rick, Un peu de Plus Al Pacino. casino. Ouais. Plus, ça Ouais, fait un plus peu. casino, là. Oui, Le je niveau trouve d'un Je trouve qu'il casino. ressemble à Al Je sais pas ce qu'il Pacino. fait Ouais, avec un ses peu, doigts, ouais. Il est horrible. La cravate, mon pote. Je ne sais pas si Ouais, si Célio. vous vous souvenez d'un match Kentucky-Louisville en 2012, demi-finale du Final Four, avec Anthony Davis, qui avait fait un match incroyable contre Gorgui Dieng. Ça avait été remporté par Kentucky, ça vous dit rien? Anthony Davis, ça avait été incroyable. 18 points, je crois, 14 rebonds. Et des contres. C'est en genre demi-finale 8 contre, Demi-finale, comme ouais. ça. Il y avait quoi? Il y avait Peyton Siva à la main? Ouais. Non. Si, Peyton Siva? Ah oui, à Louisville. Si, ouais, Je ouais. pensais non, je me disais, pas du tout. Bien sûr. Et je finis avec mon préféré, mon dernier, Georgetown-Villanova. Donc si je vous dis The Perfect Game, ça vous parle peut-être pas. C'est un match mythique de finale de March Madness en 1985. C'est là où la rivalité a vraiment commencé. Donc je vous remets un peu dans le contexte de l'époque. Georgetown coaché par un célèbre coach, John Thompson, qui a été 2 fois champion NBA avec les Celtics à l'époque et qui a fait une très grande carrière tant de que coach en tant que joueur. Et que l'on voit dans Eagle Game. C'est lui là qui parle. Je Ouais. sais pas, le Renoir costaud là. Ah ouais C'est lui, hein? Ah, enfin, bref. C'est ça. Et qui a formé de grands noms après en tant que coach, donc Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning, Allen Iverson. Et cette année-là, Georgetown est le favori. Il a dans son effectif un certain Patrick Ewing, donc du coup, évidemment, c'était les favoris. En face, Villanova, coaché par Rolly Massimino, un autre grand coach de NCAA qui est décédé l'année dernière, qui a réussi à passer les étapes avec un effectif plus que moyen. Donc, ils ont battu Dayton, Michigan, North Carolina, ce qui était déjà incroyable parce qu'on les attendait vraiment pas. Et du coup, ils arrivent en finale contre Georgetown, contre lesquels ils avaient déjà perdu 2 fois pendant la saison régulière. Villanova l'emporte 64-66, 66-64 plutôt, ça va dans ce sens-là. C'était un match de légende car ils ont été complètement injouables, ils ont loupé 0 panier dans la deuxième mi-temps. John Thompson n'avait juste aucune solution contre cette équipe de Villanova.
Et du coup, faut savoir que dans l'histoire, Villanova est l'équipe qui a gagné le Final Four en étant le plus mal classé. Donc c'est vraiment l'upset de folie. D'ailleurs, il y a un documentaire super qui est sur YouTube qui s'appelle The Perfect Upset, que je vous invite à aller regarder, qui explique très bien et qui relate très bien toute cette C'est ce histoire. que j'ai fait faire ce soir. Oui, Parfait. Et je te le conseille, Erwan. en parlant d'upset, il y a eu un match au week-end En parlant dernier. d'upset, il y a eu un énorme upset aussi samedi soir. Où, je ne sais pas si vous avez un peu suivi les news Vas-y, NCAA. vas-y, régale-nous. Heureusement que je suis là pour vous. Bien sûr. Wichita State, équipe classée numéro 3 NCAA, est tombée contre Oklahoma, une équipe du bas de tableau, enfin loin en tout cas du haut de tableau en NCAA, 91-83, Avec un vrai gars. avec un vrai gars. ouais, J'aime un quand vrai tu me gars. dis ça. Trey Young, qui a été incroyable. Je sais pas si tu as vu un peu Ah, moi, les j'ai vu le highlights. match. Tu as vu le donc, match? vas-y, hein. Regarde, C'est il a la une bonne révélation. tête, mon gars. Ouais. 29 points, 10 passes, 4 rebonds. Incroyable. C'est un meneur d'1m88. C'est le joueur phare de l'équipe, évidemment. Il fait un très très gros début de saison avec Oklahoma. Il tourne à plus de 25 points sur les 8 matchs de cette début de saison. Donc hier, il a fini à 29 points, 10 passes. À la mi-temps, il était à 21 points, 7 passes. Et avec des tirs à 10 mètres. Avec à des Steph tirs, Curry. ah ouais, à Steph Curry, ouais, je Ouais, trouve ouais, aussi. un Il est peu. un peu dans la Il a un peu mécanique jeu de dégueu, par shoot. contre. Hein. Ouais. En fait, il y a un tir comme Eric Gordon, là, tu sais, vers l'avant. Là. Bah, il a Un fait peu 4 dégueu. sur 11 en fait, au final à 3 points, mais c'est vrai qu'il a une très bonne vision de jeu, donc il sait toujours quand faire la passe au bon moment, je trouve. Et, Je crois donc, qu'il est premier scoreur et troisième passeur de la NCS, ce gars-là. c'est ça, Rien que ça, exactement. hein. Pas mal. Tu me devances. Mais Ah, bah, c'est, excuse-moi, je suis désolé. on mais- parle de lui comme étant le meilleur joueur actuellement de la NCAA, ce qui est fou quand même, donc, parce il tourne à 28,8 points par match. C'est le meilleur scoreur et le troisième meilleur passeur C'est ça. de NCAA, devant Marvin Bagley, devant DeAndre Ayton. Donc voilà, il rentre vraiment dans la course. Vous voyez, donc devant Colin Sexton, dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Devant des stars, quoi, des mecs qu'on attend. Devant des tout au long de la gros saison. top prospects NBA quand même. Ouais, du coup, ouais. En du plus, coup, c'est un frelet, il est maigrelet comme pas possible. Il est rapide. c'est ça. Donc aussi, 22-8 ou 28-2? Ouais, 22-8. Je crois qu'il est à 28-2. non, hein. il est à Ouais, 28,8. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. 28,8 C'est points, pour, il est. c'est pour mettre à jour le tableau, tout simplement. Mais pas de Mais ce problème. n'est pas un souci. Il y a Paul qui dit non, Il y a non, Paul qui dit non, non. non. Non, Mais bon, non, peut-être, non. hein. Écoute, c'est Mais pas grave. en tout cas, il met beaucoup de points. Il met beaucoup de points et du coup, on parle de lui comme un peu le successeur de Buddy Hill qui avait fait un peu Ah oui. Qui a fait honneur la à légende, Oklahoma bien sûr. en 2012. Donc justement, d'ailleurs, ils sont très très proches tous les deux. Il et- s'était fait froisser en finale. Ouais. Ouais. Il avait fait un été match nul, d'ailleurs. énorme pour qualifier son équipe au Final Four et au final, ils sont pas Ils sont ils pas allés fait au bout. froisser. Ah, ça arrive, hein, écoute. Exactement. Une petite question, comme d'habitude, la fin Ah. du campus break. Petit Attention, quiz. sortez les buzzers. Ok, je tourne Allez, mon vas-y, ordi. régale. Ok. Alors, quel est le coach qui a gagné un titre NCAA et NBA? Donc évidemment, je Oh. veux les équipes et Larry les. Brown. Larry Brown. Oh putain. C'est pour moi Larry Brown. Quel est Philadelphie. Non. Ah non, pas Philadelphie, Non. Détroit, pardon, 2004. Et on a Putain. déjà parlé de ça en plus, Erwan. Et, Et la fac, c'était avec Larry Brown. Oh, Larry Brown. C'était dans les années- C'est pas une équipe en orange. Non. c'est pas Vas-y, Tennessee. c'est les années quoi 80. Années 80, Larry Brown. Pittsburgh. Comment on peut pas savoir ça Non. Il y avait un joueur Une connu dans équipe du l'équipe. top, une équipe dont je vous parle souvent depuis le début. Kansas. Ah oui, Kansas, bien joué. Putain, c'est facile aujourd'hui, je suis déçue. Je Bah, pensais, pourquoi C'est pas que putain. c'est facile, c'est que tu nous respectes pas. Ouais, je pense aussi. Hein. Larry Brown. Larry Marron, bien sûr. Allez, reste là, Elise. On a les tops, les flops, les all-stars, pas all-stars qui s'enchaînent. And Michael has the ball. Again guarded by Sean Marion. The fadeaway. All-star, pas all-star, comme chaque semaine, on récapitule ce qui nous a plu ou déplu dans les pas all-stars. On va commencer par toi, Elise, d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a plu cette semaine? Eh ben moi, j'ai regardé, mon petit All-Star, c'est Nikola Mirotic. Parce que je trouve que depuis qu'il est revenu aux Bulls, ils ont enchaîné 5 victoires, c'est ça si je me trompe pas. Ouais. Il tourne à 20 points. Et c'est marrant parce que ça correspond au retour de sa plaisir quand il s'était fait casser la gueule Il a par. plus de dents, du coup il parle plus, il se concentre sur le C'est basket. ça. lui Donc va du coup, bien. je pense qu'il devrait prendre plus souvent de coups parce que du coup, ça Allez, tombe comme bien. ça quand même. hein. Ce qui est dingue, Ça c'est qu'il est tombe fort, lui, et Bobby Portis aussi est très fort Oui, et il qui gagne tourne. des matchs. C'est très bizarre. Ouais, il tourne à 20 Comme points. quoi. Donc, Bonne franchement, petite pas bagarre. mal. En effet, la belle série, c'est un all-star de Chicago, 5 victoires, 0 défaite. On ne s'y attendait pas. 5 victoires de Tom, suite. ton all-star? Ouais, mon star, moi, c'est Vince Carter qui a possiblement joué son dernier match à Toronto. Donc, il est à Sacramento, il était dans le 5 majeur, il a joué 25 minutes. Mais maintenant, la rumeur, c'est est-ce que Vince Carter ne pourrait pas rejoindre Toronto l'année prochaine pour une dernière année à plus de 41 ans? Il va avoir 41 ans le 26 ou 27 janvier 2018. Donc, pourquoi pas à 42 ans être à Toronto pour boucler la boucle? Ça me ferait kiffer. Le feu. Et Bah toi, ouais. Erwan, c'est quoi ton all-star? Alors moi, mon All-Star, c'est un certain Kevin Mourgan. J'ai croisé son frère Samu sur le Valois et c'est quelqu'un qui nous regarde toutes les semaines, mais qui malheureusement en ce moment nous regarde de l'hôpital. Et donc on lui fait un coucou. J'avais promis à son frère de lui faire un coucou. C'est ce qu'on te fait. Et toute l'équipe Bravo, mon First Team gars. te souhaite un bon rétablissement et on espère te revoir très vite à Levallois pour faire un match de basket. Voilà. Force à toi, ami. Allez, les pas all-stars de la semaine, les flops. Elise, t'as quoi comme... Mon petit flop, c'est Rudy Gobert, sa blessure. Kata. Kata, ouais, franchement.
Très frustrant, ça fait partie du jeu, c'est ouais, difficile. ouais. Et, Ça fait partie du 4 à 6 semaines. Hein, j'ai croisé Jérémy Mediana, l'un de ses agents, samedi soir. Il m'a dit 4 à 6 semaines. quand même. Des pas All-Star chez vous aussi, les gars, Tom? Non, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Je voulais absolument en parler. C'était l'énorme match ce week-end entre OKC et Philadelphie. 3 prolongations. C'est pas du tout pas All-Star, c'est clairement un top de ouf. C'était un super match. Je vous invite tous à aller le regarder si vous avez le League Pass pour regarder ça tranquillou. Mais on s'est régalé. Joel Embiid n'a fait que parler à Westbrook. J'ai adoré. Westbrook lui a répondu. Et à la fin, ça a fini comme ça, chacun de son côté du terrain pour dire vas-y, rentre chez toi. Et franchement, ils m'ont régalé. C'est les matchs comme ça qu'on aime. Il y a du trash talk, il y a du suspense, il y a des joueurs, des stars qui sont très forts. Donc voilà, je vous invite à le regarder. C'était le plus beau match de l'année. Hein. 3 prolongations, c'est quand même très rare. Puis Donc, un bid là, alors que froisse Steven les Adams, gens. il défend sérieusement sur lui, il l'a froissé. Il a C'est un tout, il est super match. rapide, tac, tout, boum, les tirs, il est trop chaud. Il est trop chaud. Et toi, Moi, Paul c'est Sarr période de Noël, donc ça sera un top aussi. Samedi soir, donc j'étais à Levallois et j'ai vu Borisio faire un triple-double en Pro A. Et honnêtement, j'étais bien placé en plus parce que nos amis de Levallois nous mettent toujours très bien. Et impressionnant à voir dans une belle victoire face à Châlons-en-Champagne. Il a été, Boris, dans la passe, dans le scoring. Enfin, voilà, c'est incroyable. Vraiment, il m'a régalé. Plus des comme ça. 19, 10, 10, il me semble. C'est 19, je crois qu'il est à plus de 20. Aïe, aïe, aïe. Dites-nous dans les commentaires, j'ai un doute, bref, mais 19, bon. 10, 10. En tout cas, vrai match. Bref, en tout cas, il y a eu de très belles choses. Il y a Maxime Ross, là, un jeune aussi. Il y a eu des alley-oop et tout. Enfin, voilà, c'était un super spectacle. N'hésitez pas à aller voir les matchs à Levallois, les encourager. Comment était Il y a- Cyril Et puis aller voir Babac et Cyril, notre ami Cyril, a eu des petits problèmes de faute. Mais dès qu'il est sur le terrain, ça se passe plutôt pas mal pour lui. Cyril qui fait le tournoi Touquet, vous pourrez voir la finale contre quelqu'un très bientôt sur la chaîne First Team. Pas de spoiler, s'il te Non, plaît. non, je ne spoil pas, je dis qu'il y a une finale bientôt. La finale. Les remerciements, bien sûr. Remerciements d'avant Noël. Alors, même si c'est Noël, c'est pas vous que je vais remercier, messieurs. D'ailleurs, je remercie mes amis pour ce super chat et je vais remercier surtout Don Buz qui, comme son nom l'indique, était un piètre joueur. Hein, et ensuite, notre ami Rory Sparrow, et son surnom c'était Jacques. Jack. le pirate. Oh mon Dieu. Oui, comme vous le voyez aujourd'hui dans mes remerciements, je suis en grande difficulté. Bien vu, bien vu, bien vu. Voilà, c'était le dernier First Talk avant la pause de Noël. On revient le avant le Ouais, 25 je crois. décembre et le Je sais 1er plus. janvier où forcément il n'y aura pas de First Talk. Vous On profiterez va tout faire comme des nous choses, je crois, je sais plus. des fêtes. Jeudi, le First Day Show, les matinales, bien sûr, encore cette semaine. La classe foot vendredi, dernière émission d'avant la trêve. Il y a plein de trucs pendant les vacances, faut pas déconner. On va pas. Oui. C'est pas parce qu'on Contenu. tourne pas de First Talk qu'il n'y a pas d'autres trucs. Il y aura peut-être un vlog de Los Angeles, si ça je dis rien, peut-être une finale Touquet, il y aura peut-être des jeux concours pour gagner des mecs, des Il y aura petits peut-être nos meilleurs souvenirs de l'année First Team. Basket Nos et meilleurs First Team. souvenirs de l'année First Team. Oh là 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 Pour là. se mater tout ça au coin du feu, Ah, oui. avec mamie, avec Avec papy. Merci Élise d'avoir été là encore cette semaine. Merci Sully, Mathias, Polo, Anto en régie qui nous suivent comme d'habitude. Et c'était donc le dernier First Talk de l'année. Nous, on se retrouve jeudi quand même. Hein. On se Il va retrouve faire des jeudi shows. pour le First Day Show. Tout en fait. Voilà pour le programme. Allez, à très vite. Bye bye.